la mobilisation, l'instrumentalisation de certains paramètres culturels essentiels comme l'ethnie et la religion sont au cœur de la prospérité de ces crises sécuritaires dans le Sahel. Bonjour. Les clés du développement consacrent une série d'émissions à la thématique de l'économie de la culture. Il s'agit concrètement de montrer comment la culture, les industries culturelles en particulier, peuvent jouer un rôle dans le développement économique et dans le progrès social. Les sociétés sahéliennes vivent une crise sécuritaire inédite qui les place comme étant l'épicentre du terrorisme en Afrique, mais même dans le monde. Selon les données du Global Terrorism Index en 2022, des pays du Sahel comme le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Nigeria se retrouvent dans la liste des 10 pays les plus affectés par le terrorisme au monde. Ces 4 pays du Sahel concentrent également en 2022 40% des victimes du terrorisme dans le monde. Que faire face au terrorisme dans le Sahel, mais aussi plus généralement en Afrique de l'Ouest et en Afrique? Ce numéro de la série consacrée à l'économie de la culture est dédié à la compréhension du rôle que la culture peut jouer dans la prévention, là où le conflit n'est pas éclaté, dans l'endiguement, dans la résorption, dans la réduction du conflit, mais aussi dans la construction après le conflit. Mais avant de voir ce rôle, il nous faut d'abord donner une compréhension sommaire de cette crise qui nous permette de nous appuyer sur ce point pour avancer dans l'examen du rôle que la culture peut jouer face à ces crises. Les sociétés sahéliennes font en réalité face à une crise multidimensionnelle. Pour les besoins de la synthèse, je vais juste m'appuyer sur un rapport, ou plus exactement sur le titre d'un rapport pour pouvoir établir de façon, encore une fois, très sommaire, une compréhension rapide de cette crise. Ce rapport a été écrit par un intellectuel sahélien, sans doute l'un des intellectuels africains les plus brillants de ma génération, qui est Idrissa Rahman, qui a écrit en 2019 un rapport de compréhension de l'insécurité au Burkina Faso, qui est intitulé « Le feu à la paille ». Ce que Idrissa Rahman tente d'expliquer, c'est que les crises des sociétés sahéliennes, les crises sécuritaires au Sahel, comme au Burkina Faso, dans le cas qu'il a examiné, sont des crises qui sont arrivées de l'extérieur. C'est des crises qui sont venues du Nord par l'action d'acteurs internationaux, notamment la guerre de l'OTAN en Libye, avec la France et les États-Unis, mais aussi par l'action de ce qu'il appelait des salafistes nord-africains, qui ont donc apporté le feu dans le Sahel malien, burkinabé ou nigérien. Ce feu a trouvé dans les conditions locales la paille sèche de son expansion, la paille sèche de son enracinement. Et l'image de cette paille, ce sont les conditions d'inégalité socio-économique, les conditions d'injustice spatiale, mais aussi d'injustice ressentie par des populations des périphéries des sociétés sahéliennes qui se sentent légitimement délaissées par des politiques publiques trop concentrées sur les capitales sahéliennes. Ces inégalités, mais surtout ces injustices ressenties, légitimement ressenties par les régions intérieures de ces pays, créent des conditions propices du recrutement, de l'installation et de la prospérité de l'action terroriste dans ces pays. La paille, c'est également la panne de la construction des nations. Cette panne de la construction des nations est expliquée par la crise de l'État lui-même. L'État a été trop vite cassé, arrêté dans sa construction par des politiques néolibérales qui ont entrepris de l'arrêter, de le casser, de le briser dans son élan. La panne de la construction nationale, c'est surtout l'attention davantage accordée aux élites des villes, donc aux élites des centres du Sahel,
au détriment des populations rurales, des populations des zones rurales de l'intérieur de ces pays. Pour le cas du Burkina Faso, dont Raman Idrissa parle, c'est une mutation très importante entre une politique de Thomas Sankara qui visait à servir les majorités des campagnes au milieu des années 80, puis la rectification des politiques publiques qui a suivi après son assassinat, qui s'est refocalisée au profit des élites des villes. La panne de la construction de la nation, en réalité, est une panne d'identité. C'est une crise de la construction de l'identité collective, cet être collectif qui devrait permettre de faire en sorte que les particularismes se rejoignent dans une homogénéité ou à tout le moins dans une cohérence collective, dans une cohérence d'ensemble. La crise, comprise donc comme une panne d'identité collective, ouvre tout de suite donc sur les paramètres culturels de cette crise. Non pas que ces crises peuvent être essentialisées en des crises d'identité ou en des crises de la culture, mais ces crises s'abreuvent également dans des sources culturelles. La mobilisation, l'instrumentalisation de certains paramètres culturels essentiels comme l'ethnie et la religion sont au cœur de la prospérité de ces crises sécuritaires dans le Sahel. D'abord pour l'ethnie, on le sait, les chercheurs le documentent, l'action terroriste a trouvé en l'ethnie un moyen puissant de recrutement. Les terroristes recherchent les dissensions, les points de départ de dissension à l'intérieur de communautés, à l'intérieur de la frontière entre les ethnies, pour les instrumentaliser, pour les approfondir et pour nourrir son recrutement. Donc, très clairement, le recrutement terroriste procède par instrumentalisation des différences ethniques, par approfondissement de ces différences. Mais également, de l'autre côté, le terrorisme est alimenté par l'amalgame, par la stigmatisation ethnique qui alimente aussi le repli identitaire. L'ethnie est donc instrumentalisée, montée comme elle a pu l'être dans d'autres parties du monde et dans d'autres parties du continent pour alimenter des crises très violentes. Quand je dis cela, vous pensez tout de suite au drame de 1994 au Rwanda. Et de même, dans ces drames rwandais, on a vu le rôle joué par des infrastructures culturelles importantes comme la radio. La radio Mille Collines a été un instrument de diffusion de la propagande génocidaire à travers des chants de haine qui ont abreuvé continuellement les hordes génocidaires dans ce pays. Deuxièmement, c'est connu, la religion, qui est un trait culturel majeur, est instrumentalisée également par le terrorisme. Dans le cas du Burkina Faso, le groupe terroriste Ansarul Islam de Malam Dicko dans la province d'Oussoum, dans la région du Sahel du Burkina Faso, illustre parfaitement l'instrumentalisation de la religion. En effet, le leader de ce groupe, Malam Dicko, a instrumentalisé la crise de l'État et la panne de la construction de la nation, mais aussi à partir de la religion pour diffuser à la radio de façon continue l'idéologie de haine qui s'est emparée de la province, puis de la région, puis du pays. La diffusion de cette propagande extrémiste a préparé les esprits, a préparé le cœur, a préparé le recrutement et a facilité la mise en scène et la prospérité de l'action terroriste. Des paramètres culturels peuvent donc être habilement instrumentalisés, habilement utilisés pour alimenter le clash entre les sociétés, le clash à l'intérieur de sociétés. Nous connaissons cette théorie du clash des civilisations. Le clash des civilisations qu'on doit au penseur américain Huntington est une idée, donc un produit culturel. C'est une idée, pour certains, qui est une prophétie autoréalisatrice. En d'autres termes, c'est moins un constat qu'une sorte d'idée qui s'est emparée des extrêmes, les extrêmes américains, les extrêmes dans les élites américaines, mais aussi les extrêmes dans les élites de certains pays du monde musulman, qui donc passent à l'action parce qu'ils y croient. C'est une prophétie qui se réalise plus qu'une réalité antérieurement, massivement observée. Cette théorie du clash des civilisations est réfléchie, est pensée, est diffusée, est propagée par des élites avant Samuel Huntington dans le monde arabe.
Si bien que il est curieux de le constater, mais l'alliance entre les conservateurs va-t-en-guerre américains et les élites extrémistes, salafistes, fondamentalistes de certaines parties du monde arabe est beaucoup plus intime, est beaucoup plus installée, y compris dans les idées, que ce qu'on pourrait penser. Joseph Nye, un autre penseur américain, explique que le véritable clash des civilisations, le véritable clash se passe à l'intérieur des sociétés musulmanes. Des sociétés musulmanes dont les majorités sont opposées à des minorités radicales, extrémistes, qui tentent donc d'embarquer, d'avoir avec elles toutes ces sociétés dans leur logique de violence. Le choc des civilisations explique donc comment une certaine conception de la culture peut être décisive dans la génération, dans l'alimentation, mais aussi dans la pérennité de la conflictualité, dans la pérennité des guerres. Fort heureusement, la culture, j'ai envie de dire avec grand C, peut également quelque chose d'autre. Elle peut être le meilleur pour la paix, le meilleur contre l'insécurité, le meilleur contre la guerre. C'est tout pour cette première partie consacrée au rôle de la culture dans la prévention et la résolution des conflits. On se retrouve donc très vite pour la seconde partie de l'émission consacrée à culture, prévention et résolution des conflits.